Salut à tous et bienvenue pour ce numéro spécial consacré à mon ami Frédéric Delavier, ici présent. Nous sommes à Paris. Il nous a pondu une merveille, j'appelle ça une gifle ou une claque, qui s'appelle l'éveil des consciences et qui se propose de décoder un peu, de comprendre son animalité et donc de rendre les hommes un peu plus libres qu'ils étaient un peu avant. Fred, alors moi-même j'ai découvert ce mot. C'est quoi découvrir aujourd'hui son animalité en 2018? C'est découvrir les automatismes qui en fin de compte nous dirigent. C'est que nous pensons être des individus libres, indépendants de notre façon de penser. Et en vérité, tout ça est une illusion, on n'est pas si indépendant que ça. On est le fruit d'une longue évolution et on est en fin de compte la mémoire génétique de notre lignée, c'est-à-dire des automatismes comportementaux face au milieu, qui génèrent des réactions automatiques, plus notre confrontation au monde et notre éducation faisant partie de notre confrontation au monde, qui génèrent des réflexes conditionnés, des automatismes qui nous permettent à ce moment-là de réagir au monde. Mais ces automatismes se mettent en place dès la plus tendre enfance, dès notre naissance, par notre confrontation au monde, par les caresses de maman, par ce que nous recevons par nos sens du monde, et ça crée des automatismes de réaction au monde. Donc on croit que l'on est indépendant dans ce que l'on pense et ce que l'on fait, et en vérité, nos pensées surviennent qu'en fonction de ce que nous percevons du monde, et en général, on ne contrôle pas l'avenue, on réagit en fin de compte d'une façon automatique. Mais le savoir nous permet quand même de comprendre tout ça et des fois de nous extraire de cette animalité d'automatisme et de mieux réussir notre vie. Mais bien sûr, nous restons quand même en automatisme. Ouais. Quand tu as voulu sortir ce bouquin, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir le publier, le sortir? C'est quoi? Une envie de révéler des secrets, des choses qui ne se disent pas, qui sont un petit peu impudiques, ou pas? Est-ce qu'il y a un besoin aussi un peu de bousculer? Oui, il y a un besoin de vérité. Oui, moi j'ai tout le temps j'ai souffert énormément dans ma vie du mensonge. Du mensonge qu'on inculque aux gens. Alors c'est pas forcément un mensonge qui est fait exprès. Alors, évidemment, à un certain niveau politique, on te balance des mensonges pour que les gens soient élus, pour continuer à jouir du pouvoir, ou faire marcher les grosses machines économiques qui sont derrière en faisant lire des politiques qui vont en fin de compte faire la politique pour ces grosses machines. Donc on balance des mensonges, on joue sur l'émotionnel, donc les automatismes des gens, ceux qui le désirent. Mais on va dire que globalement, les automatismes, les gens fonctionnent en automatisme, ils ne le savent pas forcément. Et ce mensonge, les gens se créent des propres mensonges, tu vois, et c'est pas bon. Et parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leur vie, comme en amour, comme en économie, quand on veut, on peut. Tu vois. Tous les clichés. Les clichés, non, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Tu vois, avec les femmes, une femme, ça ne se touche qu'avec une rose. Tu vois, non, si tu ne vas pas à l'abordage de la femme, tu n'auras jamais la femme. Tu vois, plein de mensonges qui font que la vie est trop dure. Le pire, c'est sur la modestie. Dans la vie, combien de mecs me font chier avec la modestie. Il faut être modeste dans la vie. C'est les gens qui vont ne montrent pas tes qualités. Les gens les découvriront par eux-mêmes et c'est eux qui mettront tes qualités en valeur. Mais non, si tu as des qualités, même les plus grandes, si tu ne les montres pas, tu ne les cries pas sur tous les toits, personne ne viendra te chercher. Tu sais que l'humilité est faite pour éteindre les hommes. Non, pas l'humilité, la modestie. Apprendre la modestie est faite pour éteindre les hommes. Et dans notre système de caste, on apprend, particulièrement en France, en Amérique c'est pas ça, on apprend la modestie aux gens dès la plus tendre enfance. Et pourquoi Pour tout simplement empêcher les castes inférieures de monter, pour pas qu'elles gênent les castes supérieures. Tout ça dans cette quête énergétique, conserver la calorie et la prendre pour rester en vie, transmettre la vie. Tout ça, c'est un système organique. Donc, on apprend, mais c'est inconscient, parce que les gens qui t'apprennent ça, t'apprennent la modestie, mais eux ne le sont pas. Mais ils y croient aux mensonges qui t'inculquent.
Tu vois, c'est encore plus profond que ça. Et la modestie est quelque chose qui éteint les hommes et qui les tue. Tu vois, je dis, il était tellement modeste qu'il est mort sans pouvoir montrer ses grandes qualités qu'il avait à offrir au monde. Tu vois, c'est tuer le génie dans l'œuf. Ouais. Donc, quand tu es bon, tu le cries sur tous les toits, tu dis « je suis bon, c'est moi le meilleur, je suis fort, venez, je vais vous aider ». Par amour, bien sûr. Et après, il adviendra ce qu'il adviendra. Si tu es réellement bon, tu réussiras. Ouais. Si tu es mauvais, tu échoueras, on te prendra pour un con. Ouais. Mais dans tous les cas, si tu restes avec ta qualité sans en parler, jamais tu ne pourras la transmettre. Tu vois. Il y a un mot que tu as évoqué qui est… Attends, juste un dernier truc. Vas-y. Et l'humilité, par contre, est quelque chose qu'il faut conserver en soi, en sachant que même si tu as les plus grandes qualités du monde, elles ne viennent pas de toi, elles viennent du monde, de ta génétique, de ta confrontation au monde, donc rien directement de toi. C'est ça l'humilité, savoir que tu peux être brillant, tu peux être magnifique, tu peux être sublime, ça ne vient pas de toi, l'individu, moi Frédéric, tu vois, ça vient du monde ou de Dieu. Oui. En fait, tu veux dire qu'on ne contrôle pas tout finalement, on est un petit peu, pas des pantins, mais au service d'une cause terrestre et… au service de l'amour. C'est de l'amour. Le but est de vivre, transmettre la vie pour pouvoir vivre la relation à l'autre et aimer l'autre. Ouais. Il y a un côté divin, même si c'est très terre à terre ce que j'explique. Tu parles d'un mot donc, qui est omniprésent, c'est la calorie. Ça, c'est une vraie invention de toi et tu as mis un mot simple sur des choses qui sont pour beaucoup compliquées. C'est quoi cette calorie? C'est quoi c'est une monnaie? C'est un indice? C'est quoi? C'est l'énergie, tout est énergie. Ouais. L'énergie, c'est la base du monde. C'est-à-dire, plus on rentre dans la matière, plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas de matière, il y a de l'énergie. Et l'énergie, les chercheurs sont encore en train de chercher ce qu'est l'énergie. Ouais. Qu'est-ce que l'énergie, si ce n'est le corps imaginaire de Dieu, tu vois. Et l'énergie, tout être vivant a comme principe, tout organisme, on va dire, a comme principale fonction, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à sa mort, de prendre l'énergie, de se gonfler d'énergie pour vivre et rester en vie. C'est le petit bébé qui a un petit estomac qui tète le lait de sa mère, qui ne fait que prendre, un petit enfant. Dans la jeunesse, tu prends l'énergie, tu te gonfles d'énergie. C'est ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est ce besoin de conquérir le monde, de prendre de l'énergie pour grossir, grandir. Mais pourquoi? La prédation. La prédation, prendre l'énergie. Ouais. On va à la conquête du monde, on prend l'énergie au monde, à l'autre, des fois, après on peut échanger aussi. Hein. L'homme doit être un homme d'action. Hein. L'homme est dans l'action. En fait, il faut toujours être dans l'action. Il faut toujours être dans l'action, autrement tu meurs. Prendre l'énergie, mais pas pour la conserver. Prendre l'énergie pour la redonner à l'autre, pour s'unir à l'autre, bâtir, et pour, en fin de compte, transmettre la vie et le savoir qui nous a permis de rester en vie avant de mourir. Donc, tu te gonfles d'énergie pour vivre, et tu la redonnes dans le sacrifice pour transmettre la vie, transmettre le savoir avant de mourir. Car nous mourrons tous, car le monde est en perpétuelle évolution, et si nous restions en vie, nous finirions par ne plus adapter au monde. C'est pour ça qu'il y a la vie, c'est pour ça qu'il y a la mort. Oui. Parce que le monde est en mouvement, il change en permanence. Les hommes doivent changer en permanence, doivent évoluer pour les hommes, tout organisme, pour s'adapter à ce monde dont ils font partie, et ils sont le monde qui change, et pour pouvoir, en fin de compte, accueillir du mieux possible l'esprit ou la conscience de Dieu dans des individus adaptés au monde ou à Dieu. Au début du bouquin, tu évoques, il y a un gros chapitre consacré un petit peu à une sorte d'analyse anthropologique, et tu dis une phrase, nous sommes les enfants du climat. Ouais. C'est quoi cette phrase? Elle veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que du climat ou du milieu. Du milieu, pardon. Nous sommes les enfants des deux. Du milieu, oui. Le climat faisant partie du milieu. C'est-à-dire que nous sommes adaptés psychologiquement et physiquement au milieu dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que notre façon de vivre le monde, de percevoir le monde, est adaptée à la façon dont ont vécu nos ancêtres et dont leur physique et leur mentalité a été modelée génétiquement, en fin de compte, par cette adaptation. Donc, notre façon de percevoir et de vivre le monde et d'être dans ce monde est, en fin de compte, modelée par le milieu dans lequel nous vivons. Le milieu, les relations que nous avons avec les autres hommes, s'il y a beaucoup de monde, si le milieu est riche, si le milieu est pauvre, un noir, c'est pas un blanc.
Tu vois, il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Il n'y a pas de plus fort ou moins fort, il y a des différences. Il y a des différences qui sont en fin de compte des adaptations merveilleuses à des milieux différents. Ouais. Un Européen ne va pas avoir la même physique qu'un Africain. Bah oui, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est non, mais c'est bien plus profond que ça dans la structure, puisque la structure osseuse, musculaire, n'est pas du tout la même. Même le fonctionnement du système de thermorégulation n'est pas le même pour un Africain que pour un Européen. Souvent, on voit par exemple durant les marathons, ce sont souvent des Kenyans ou des Marocains qui remportent les courses. Sur les jusqu'à 50 km, c'est eux parce qu'ils sont économiques. Voilà, ils ont un physique qui est fait pour économiser l'énergie, donc souvent tout en tendons, au niveau des membres inférieurs en tout cas, tu vois, avec des muscles très grêles sur le bas de la jambe, tout en tendons pour récupérer l'énergie de la chute dans ces tendons, pas monter en surchauffe, tu vois, quand ils se déplacent. Un bloc moteur qui se trouve en général plus haut au niveau des fessiers, tu vois, alors que l'Européen, lui, tout son bloc moteur, il est parti vers le bas quand il se déplace. Pourquoi ? Pour avoir un déplacement moins économique, mais producteur de chaleur pour justement produire de la chaleur et des jambes plus courtes et un buste plus grand qui emmagasine du gras, c'est de l'énergie pour passer l'hiver, tu vois, et des muscles, des jambes plus massives vers le bas pour éviter de geler et en même temps produire de la chaleur lors des déplacements et maintenir une température corporelle pour que l'individu fonctionne. Normalement. Comme pour la natation, tu dis que l'Européen flotte et l'Africain coule. Oui. Et tu expliques très bien pourquoi. Oui, c'est une adaptation au froid. L'Européen, lui, c'est une adaptation au froid. D'abord, hérité en partie de Néandertal, qu'il avait hérité de ses ancêtres, d'Ebergensis, tu vois, peut-être antécesseurs. L'Européen, c'est un Africain qui est remonté récemment, qui s'est métissé. Mais il y a toujours eu des liaisons. Passerelles. Des passerelles, il y a toujours eu des montées, des descentes en petite quantité, mais la grande montée, c'était il y a 40, 60 000 ans, des passages. Et il y a eu ce métissage, et c'est les métis qui ont en fin de compte survécu le mieux parce qu'ils avaient peut-être la vigueur reproductive peut-être des sapiens, plus certaines techniques apportées par les sapiens, des structures sociales, plus adaptées dans un milieu qui change, mais ils ont hérité aussi de toutes ces adaptations à l'hiver, qui vont jusqu'aux adaptations psychologiques, qui les ont fait donner Néandertal, qui les ont fait survivre. Donc une morphologie plus rablée sur les membres inférieurs. Alors évidemment les Allemands sont grands, mais c'est après, Allemands du Nord, l'adaptation au lait. Mais c'est beaucoup plus tardif, mais donc beaucoup plus rappelé, des muscles courts, des muscles longs et vers le bas, des avant-bras massifs pour produire de la chaleur, puisqu'on quand on bouge, il y a 30% de l'énergie qui est dépensée pour le mouvement, 70% pour la chaleur. C'est pour ça que les Africains en général sont tout en tendons pour éviter de monter en surchauffe. Et nous, les Européens, on a hérité de ça. Un buste relativement grand avec de grands poumons et un gros bide rempli de gras. Un gros bide rempli de gras, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est de l'énergie pour passer l'hiver. Il a peur de l'hiver. L'Européen a peur de l'hiver, alors que l'Africain vit dans l'instant présent. Il vit dans l'instant présent, oui, plus ou moins. Mais il n'a pas cette angoisse de l'avenir et cette projection permanente dans le futur qui ne lui servirait à rien, qu'à dépenser. C'est ça qu'en France, on est obsédé par la retraite. On dit, mais qu'est-ce que je serai dans 30 ans par exemple ? Qu'est-ce que tu vas faire à la retraite ? À la retraite. C'est marrant ça. Alors qu'un Africain, à la retraite, il est peut-être mort, donc il s'en fout, tu vois. La retraite. Il a intérêt à baiser avant que des maladies. Maintenant, ça va mieux. Mais avant que des maladies le tuent lui. Ça, c'est un concept très accidentel. Donc il a intérêt à faire des enfants parce qu'il ne reste peut-être pas très longtemps en vie. C'est ça. Il a conscience de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui atteignent 100 ans. Bien sûr. Mais la nature étant tellement foisonnante en Afrique équatoriale humide, parce qu'il faut. L'Afrique, c'est un vaste continent. Les mentalités sont différentes, mais quand on est des Africains, on passe souvent des Africains de cette zone Afrique tropicale humide, même un peu sahélienne, elle est quand même riche, même si elle est un peu plus désertique. Et là, ce sont des mentalités complètement différentes où le fait de s'angoisser pour l'avenir et de penser qu'au travail et à la retraite serait une stupidité, parce que la nature est économe. L'énergie, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Ce qui est le plus important, c'est l'énergie et le temps. On va parler d'un grand chapitre consacré aux relations hommes-femmes et notamment des sentiments. Ça, c'est quand même un domaine qui nous passionne. Tu dis qu'en fait, une femme n'est pas là pour nous donner de l'amour, ni de la compassion. Comme mon ex-copine me disait « je t'aime », tout ça, en fait, tout ça était fictif. Non, elle doit t'aimer, mais elle n'aime pas avec un attachement viscéral comme nous. En général, il y a des femmes qui s'attachent, mais quand elles s'attachent plutôt à
à la puissance et à l'énergie que le rapporte l'homme. Il y a une espèce de respect et un attachement à la puissance de l'homme. Pas un attachement affectif. Nous, on n'est pas attaché à la puissance de la femme. On va être attaché affectivement et sexuellement. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est un peu l'équation sexe contre nourriture, on n'est pas loin encore. Ah oui, puisque… Sexe contre nourriture. En fait, la nourriture, donc le sexe, donc l'homme recherche l'affection, la tendresse, du sexe chez la femme, et la femme recherche la nourriture. La nourriture, en fait, c'est quoi? C'est l'ambition? Non. Ou c'est la volonté? La femme recherche l'énergie de l'homme. L'énergie de l'homme. C'est-à-dire la possibilité que l'homme a de la protéger. Donc, en fait, ce qui structure les relations hommes-femmes, c'est toujours la fameuse équation sexe contre nourriture. En fait, on n'est pas loin de tout ça. On n'est pas loin puisque l'humanité s'est bâtie sur cette relation de dépendance énergétique de la femme à l'homme et sur une dépendance qui s'est mise au point avec le temps, une sélection d'une dépendance affective de l'homme à la femme. Donc il y a eu cet échange qui s'est fait pour sexe contre nourriture pour permettre en fin de compte à la femme de survivre avec ses petits. Alors tout ça, ça a commencé dès notre entrée en savane, puisqu'on est en bipède en savane dans un milieu extrêmement dangereux avec plein de prédateurs. Les femmes qui étaient bipèdes portaient leurs petits dans les bras et avec leurs petits dans les bras, elles ne pouvaient pas courir, surtout qu'elles avaient une bipédie balbutiante. Elles pouvaient marcher, mais elles ne pouvaient pas courir. Donc elles restaient près des arbres, prêtes à se réfugier dans les arbres en cas de prédateur, avec leurs petits dans les bras, tu vois, puisqu'elles étaient bipèdes, les nourrissants. Et les hommes, quant à eux, partaient chercher de l'énergie, de la nourriture, partaient à la chasse. À la base, on était des charognards opportunistes qui regardaient au loin s'il n'y avait pas des vautours pour aller chaparder de la charogne fraîche parce qu'on n'avait pas un intestin de charognard, on a un intestin qui est un peu de végétarien là-bas, on va dire omnivore, qui risquait de s'infecter avec trop de bactéries. Autrement dedans, il y a un estomac passé acide aussi pour pouvoir détruire des bactéries de vieilles charognes. Donc on essayait de trouver, au loin on regardait des charognes fraîches et chasser les petits carnassiers qui avaient tué du gibier et leur piquer. On partait avec des bâtons. C'est des expéditions, il fallait voir si ça n'avait pas été tué par des lions déjà, parce que là on ne peut pas les attaquer. Donc si c'était tué par des panthères, des lycaons, des hyènes ou des chacals, tu peux aller les emmerder, tu vois, ou des guépards, et leur piquer la bouffe. Et ramener cette bouffe aux femmes qui attendaient près des arbres, tu vois, en mangeant peut-être ce qu'il y avait autour, tu vois, mais avec des carences alimentaires, et ramener cette nourriture. Donc cette nourriture qu'elles échangeaient en fin de compte aux hommes contre de l'affection, de l'épouillage, de la caresse, du sexe, tu vois. Et en fin de compte, ça s'est mis en place, cet échange sexe contre nourriture, parce que les femmes avec les bébés dans les bras ne pouvaient plus repartir. Cette théorie que j'avais faite a été reprise récemment par Dan Bricourt, qui n'a pas bien compris. Je suis le premier à avoir lu, je suis content parce que maintenant tous les paléontologues vont sur mes vidéos pour avoir une nouveauté. Alors, Dieu, c'est vrai que souvent les femmes disent, moi ce que je cherche c'est un mec un peu protecteur, un peu dominant, grand. Ça c'est un truc très, très important à Paris. Souvent les femmes évaluent un homme sur sa grandeur, par exemple. La grandeur, ça envoie quoi? C'est ça, c'est la protection finalement. Ah oui, c'est la protection. Voilà. Sur la grandeur, l'ambition. L'ambition, c'est quoi? Un homme qui a de l'ambition, c'est un homme qui est capable d'aller conquérir le monde, tu vois, pour apporter de l'énergie à la femme. Et la femme, à ce moment-là, va offrir sa gentillesse, son essai d'attention. Est-elle vraiment gentille? C'est un business, hein? C'est un business. Elle est gentille par amour, par amour pour ses enfants, en vérité. Parce que la femme, elle est programmée pour quoi? Pour aimer et se sacrifier pour ses enfants, pas pour son homme. Donc, elle est la matrice. La chose la plus importante, c'est elle qui génère la vie. Quand je dis si c'est pas toi, ça sera un autre, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil. Elle se remettra très vite de la mort, pas toute bien sûr, c'est global, de la mort de son homme ou de la disparition de son homme. C'est vrai qu'on voit rarement des femmes qui se suicident par les femmes qui se pendent après avoir été quittées, c'est plutôt très rare. Alors que le mec qui a été quitté par moi j'ai des petits jeunes, ils se sont suicidés sur mes réseaux sociaux. C'est là, j'ai dit mais pourquoi les gars, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes attachés effectivement. Parce que l'homme a un attachement affectif à la femme. Combien d'hommes, tu sais, c'est la chanson de Johnny où il chante l'histoire d'un gars qui a tué sa femme et qui veut mourir, les flics viennent le chercher. Mais c'est le fou d'amour. Oui, mais le fou d'amour, c'est pas la femme. C'est l'homme, parce que c'est un attachement affectif qui a été généré au cours de l'évolution, cet attachement affectif, pour obliger l'homme à aller chercher de la nourriture et à ramener à la femme qu'il aime. C'est ça. Tu vois, en échange d'attention. J'avais vu une vidéo, il disait plus je ramène d'argent chez ma femme, plus elle m'aime, quoi.
À peu près. C'est ça que Tu j'avais vois. vu sur les vidéos. En fin de compte, elle t'aime parce qu'elle doit éduquer les petits. Elle doit en éduquer beaucoup parce qu'il y en avait qui mouraient. Hein. Ouais. Et elle doit les nourrir de son propre corps. C'est énorme ce qu'elle Ouais. fait biologiquement. Tu vas restituer l'énergie que tu lui donnes pour redonner à son petit. Ouais. Et passer son temps à éduquer les petits. C'est une programmation. Ouais. Tu vois. Il y a deux phrases donc j'ai vu, il y a un jeune qui a écrit ah mais il se plaignait, il dit ah, bah, elle me m'aime plus. Et toi tu lui dis bah pourquoi elle t'aimerait? Ah oui. Ah oui, les femmes ne sont pas faites pour t'aimer. Elles sont faites pour te respecter, pour rechercher ton énergie, pour aimer, pour respecter ce que tu es, la puissance que tu es. L'homme est une puissance, puissance énergétique. Elle n'est pas faite pour t'aimer toi. Elle est faite pour aimer tes petits jusqu'au sacrifice. C'est la vie qui doit, Terrible, hein. qui doit continuer. Pas toi. Toi, tu transmets la vie à ta femme et la femme protège la vie que tu as transmise. Et toi, tu protèges la femme et l'enfant. Ouais. Donc toi, tu dois aimer ta femme et tes enfants. Ouais. Et la femme doit se sacrifier pour Ouais. ses enfants. Et quand tu dis Mais elle doit respecter son homme et faire en sorte Ouais. qu'il puisse aller chercher l'énergie. bien sûr. Et quand tu dis il y a un jeune qui a dit aussi je vais tout donner, elle ne m'aime plus. Ah oui. Cette phrase elle est connue. Elle m'a quitté. Elle m'a quitté. On va la refaire. Ah, c'est- Pourquoi elle m'a quitté? J'ai tout Je t'ai donné. donné. Et alors, ils adorent la reprendre quand je fais ça. Et moi, je leur réponds, bah, elle t'a quitté, tu lui as tout donné. Mais dis-toi que le mec avec qui elle est là, lui donne beaucoup plus que toi et pour lui, c'est pas grand-chose. Donc, ça fait de la protection. La femme recherche ça. Elles te le diront pas. Mais une femme, Biologique. et voilà, une femme qui rechercherait un homme à dorloter, il y en a. Hein. Ce sont en vérité des erreurs de la nature. En vérité, c'est un besoin d'affection, d'aimer un enfant qu'elle reporte sur un homme. Ah ouais. C'est un problème. D'accord. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui se mettent avec des tocards, tu vois, qu'elles aiment bien. Le mec, il est au RSA, il est nul, il est un peu maladif, et elles l'aiment parce qu'en fin de compte, c'est un amour maternel. Ouais. Elle reporte un amour qui est normalement un amour pour les enfants de protection et d'aide sur un homme. Donc c'est un besoin maternel reporté sur un homme. D'accord. C'est une grave erreur. Tu vois, ça, c'est Ouais. pas bon. C'est pas bon. Une femme, comme dire, un homme qui rentre dans l'âge d'homme doit ne plus attendre d'amour des femmes. C'est ça. Ouais. La seule personne qui nous a aimés et qui nous aime, c'est notre mère. C'est notre mère. C'est les seules C'est personnes. le seul. Et quand tu sais Ouais. ça, tu es un homme un vrai. Parce que tu vas aimer les femmes, les protéger, sans rien attendre en retour. Ah oui, c'est ça. Et c'est beaucoup plus beau de donner sans attendre Oui. que d'attendre tout le temps l'affection. Ça, c'est un truc d'enfant. L'enfant prend, se gonfle d'énergie pour, quand il est un homme, en redonner à ses enfants, à sa famille bien sûr. et à son peuple, son groupe, qui protège, le groupe protégeant l'individu, puisque un groupe uni protège l'individu. Tu vois. Donc c'est pour ça. Mais un homme qui attendrait l'amour d'une femme est un homme enfant, n'est pas un vrai homme. Vous qui me regardez, n'attendez pas l'amour d'une femme. Les femmes, prenez-les, montrez-leur votre force, hein, mais n'attendez pas d'amour. Et en fin de compte, peut-être que comme ça, le respect qu'elles ont sera peut-être un respect rempli d'amour. Tu vois? Intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant. Pour terminer, il y a un grand chapitre consacré à. Tu fais des analyses entre la France, l'Allemagne, l'Italie. C'est quoi ta vision aujourd'hui du pays? Tu parles que c'est un pays de caste où les chances d'évolution sont quand même très minces. Ah, bah, le problème de la France, c'est un pays qui était. C'est un grand État centralisé et très stable avec un système de caste. Donc ça marchait très bien quand les frontières étaient fermées. C'est pas un pays qui est basé sur la méritocratie comme l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. Tu vois, l'Allemagne est un pays méritocratie. L'Amérique est quelque part un État basé sur la méritocratie. Hein. Alors, il y a beaucoup d'États, on va faire beaucoup de concurrence, mais déjà on a l'Amérique, on a l'Allemagne à côté, tu vois, et on a d'autres pays. Nous, on a un pays de caste. Un pays de caste, c'est un pays qui est très stable, qui peut être un grand État stabilisé, mais qui ne sélectionne pas les individus les plus dynamiques, Ouais. tu vois, Plus méritant. et les plus, on va dire, ouais, les plus méritants au travail. Donc, dans un monde de prédation, il est toujours intéressant d'avoir des montées sociales pour pouvoir avoir des individus efficaces, tu vois, dans cette grande lutte contre des États entre eux. La France est un pays où, en fin de compte, on a une bourgeoisie dégénérée, tu vois, qui est une bourgeoisie de gestionnaires, mais pas une bourgeoisie de conquérants, tu vois. Elle gère, notre bourgeoisie qui a remplacé l'aristocratie, gère en fin de compte des serfs, des esclaves, les producteurs qui montent très peu. Oui, moi je... Non, on ne monte pas. La France, il faut 6 générations pour passer de pauvre à classe moyenne. Moyenne, ouais. La Finlande, c'est 2. Hein.
L'Angleterre, c'est 3 ou 4, je crois. Tu vois, et l'Amérique, ça doit être 3 ou 4. Donc, nous, c'est 6. 6 générations. La Finlande 2. Tu vois, alors c'est quand même dur, tu vois. Donc, on voit qu'il n'y a pas de dynamisme. Et s'il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de possibilité dans cette lutte de se défendre contre les prédateurs ou d'être nous-mêmes des prédateurs. Donc on est en train de s'effondrer socialement. Avec la mondialisation aussi, hein. Oui, avec la mondialisation, d'être acheté, nos entreprises sont rachetées. Et comme c'est un pays de caste, on a une espèce de caste de fonctionnaires. Tu vois, on a la caste bourgeoise, la caste des fonctionnaires. Qui verrouille tout, quoi. Qui verrouille tout, qui devient de plus en plus tentaculaire et qui en plus épuise totalement la caste des producteurs esclaves qui, eux, finissent par ne plus avoir beaucoup de rentabilité, de capacité à produire, à être concurrents dans un marché mondial, parce qu'ils sont asphyxiés par un État parasite qui les bouffe, tu vois, puisque la France est un État quand même de caste, donc où il y a ceux qui dominent, qui bouffent sur les autres. Tu vois, et chaque caste est hermétique, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de montée. En Allemagne, je parle d'Allemagne, j'aime bien faire des comparaisons. L'Allemagne, c'est une méritocratie, parce que ça vient. Alors, c'est pas venu comme ça. Hein. La méritocratie en Allemagne est venue par le système d'héritage. C'est pas un État centralisé en plus, donc c'est un héritage, l'héritage du fils aîné, traditionnellement, ce qui fait qu'il hérite de grosses structures, de grosses structures familiales. Et elles sont pas fractionnées à l'héritage avec les frères, les cadets. Donc elles maintiennent une puissance énergétique extrêmement puissante, de productive extrêmement puissante, tu vois. Et pour éviter les guerres civiles, les guerres, les révolutions, qui seraient générées par des cadets déshérités, on génère pour les cadets une espèce de méritocratie au sein de l'Allemagne qui permet au mec qui est bon de monter socialement dans les grosses structures productives, agricoles, industrielles ou autres, tu vois, ingénieurs, de monter progressivement jusqu'à dirigeant, et s'il est bon éventuellement, il aura le droit d'aller à la table et de coucher avec la fille du patron, tu vois. Mais ce sont qu'il aura mérité. Qu'il aura mérité. C'est la légende du petit tailleur de Grimm. Tu vois, c'est le gars des petits tailleurs qui se met à épouser la fille du roi parce que il a tué des géants qui menaçaient le royaume. Donc là, c'est au mérite. C'est la mentalité. Mais ça vient de système d'héritage, tu vois. Et en même temps, ça donne une certaine énergie. Plus les villes qui sont séparées les unes des autres, il y a une méritocratie, mais au sein de la germanitude, c'est-à-dire de la race. Donc pour eux, tu vois, du sang, du sang allemand et de la langue allemande. C'est-à-dire, il faut parler allemand et être de culture, de sang allemand. Donc, et là, on se déplace de ville en ville, les cadets se déplacent dans toute l'Allemagne pour aller trouver du boulot. Alors qu'en France, moi je dis c'est le syndrome de la moule, on vit, on naît ou on meurt. On reste en général, on meurt, il y a très peu de mobilité sociale en France. Ce que Bourdieu appelait l'habitus, hein. L'habitus, c'est la reproduction des... En France, là, c'est typiquement français. Alors, c'est très très bien pour stabiliser un grand État. C'est un peu comme en Inde. La France, c'est un peu comme en Inde. Tu vois, c'est un pays de caste. Celui qui a su le montrer d'une façon le plus formidable, c'est Proust. Et dire, quand vous lisez à la recherche, quand on dit la recherche de temps perdu, c'est ça. C'est très long, hein. Mais c'est c'est un portrait. C'est un portrait, de la France, de toutes les castes, tu vois, des pauvres, des moyens, des riches, avec tous leurs travers. Hein. C'est formidable. Et tu vois que c'est vraiment un pays de caste où c'est du snobisme, où celui qui est en dessous veut ressembler à celui qui est au-dessus, mais ne peut pas monter. Et ils se méprisent les uns les autres. C'est terrible. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème. C'est le dieu monnaie. Chacun a sa communauté, mais pour l'argent, on va faire ça. Les Anglais, c'est une caste, mais c'est une caste insulaire qui est basée sur le commerce, puisqu'ils ne peuvent pas s'étendre territorialement. Alors, ils font venir des capitaines, des hommes d'affaires du monde entier. Tu vois, quand on voit à Londres des jeunes qui vont partout, ils les font monter très haut économiquement et ils les envoient pour eux à la conquête du monde. L'Amérique, c'est les Anglais qui ont envoyé des hommes énergiques à la conquête du monde pour ramener de l'argent pour eux. Donc des castes dominantes anglaises qui ont financé et qui payent très bien leurs castes inférieures qui vont eux à la conquête du monde. Et après, bien sûr, ils s'émancipent comme un enfant veut s'émanciper de ses parents. L'Amérique a fait une révolution pour s'émanciper de la maman ou des papas anglais. Tu vois, ils ont gagné. Donc il y a cette mentalité de conquérant.
Pour terminer, Fred, dans ce bouquin, dans ce livre, L'éveil des consciences que je vous présente à la caméra, quel est le passage que s'il fallait retenir une ligne ou un petit passage qui te plaît le plus, dont tu es le plus fier dans ce bouquin, c'est lequel? Est-ce qu'il y a une page? Oh non, tout est bien. Là, j'ai mis mon cœur, c'est un ensemble. Hein. Ouais. Pour sortir des blagues, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. C'est dedans. C'est une base sur la vie, mais oui, le passage fondamental du livre, c'est-à-dire que, je ne sais pas où c'est, mais je l'ai cité plusieurs fois, c'est quand un soir d'été, tu regardes un ciel étoilé et tu es impressionné devant ce ciel, devant cette immensité cosmique vertigineuse. Tu te sens tout petit, mais vraiment tu te sens infime, microscopique, tu te sens une ère devant cette infinité. Tu dis mais je suis rien. Et je dis dans le livre, mais non, tu n'es pas rien. Tu es la conscience de cette infinité cosmique sur cette petite terre. Tu es la conscience de cette infinité cosmique qui se regarde. Et en fin de compte, tu es la grandeur de ce monde. Parce que si tu n'étais pas là pour voir le monde ne saurait pas qu'il existe. Tu es, toi, l'homme, la conscience du monde au sein du monde, au sein de lui-même. Tu vois. Et ça, c'est ce qui est formidable. C'est de comprendre que ce que nous sommes ici, c'est-à-dire que ces milliards d'années d'évolution qui sont en fin de compte une étincelle, puisque sont faites en vérité pour faire naître la conscience du monde, la conscience divine en l'homme, tout simplement. Et qu'à partir du moment où la conscience apparaît, quand un homme regarde le ciel, c'est moi, oui, c'est toi. Tu te regardes toi-même. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, hop, en un instant, Dieu s'éveille. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'était donc, je le couple, Frédéric Delavier pour cette émission ici réalisée à Paris. Son livre, je vous le conseille fortement et fermement, L'éveil des consciences, uniquement sur Amazon, il me semble aujourd'hui. Non, tu as Au Furet du Nord. Au Furet du Nord. Tu as pas mal d'autres librairies qui le font maintenant. Voilà. Bon, donc, alors, retrouvez-le en tout cas. Moi, en tout cas, je l'ai acheté sur Amazon. Lisez-le parce que c'est une véritable révélation et claque que j'ai pu prendre. Vraiment, c'est une merveille. Je vous le conseille vraiment. Et foncez. Il faut le lire absolument. Voilà, Fred, merci en tout cas d'être venu pour cette interview. Pour comprendre le monde, pour comprendre qui nous sommes. Voilà. Alors, je ne garantis pas que quand vous serez éveillé, bien sûr. Être éveillé, ça ne veut pas dire ne plus souffrir. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de souffrance, de malheur dans la vie. Non, simplement, vous pourrez mieux les supporter parce que vous saurez qui vous êtes et pourquoi vous souffrez et puis pourquoi vous êtes heureux. Donc c'est fondamental. Et ça vous permet de réussir sa vie, tu vois, en sachant exactement où on va, qui on est. Voilà. Merci Fred. Salut. C'était un plaisir en tout cas.